Alors, je dansais sur ce plateau. Roland, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs internes, bonjour. Hugues Hector Zongo, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous n'êtes plus à présenter sur ce plateau, vous êtes journaliste et analyste politique. Nous allons démarrer cette analyse par la politique, ou bien Roland. C'est vous qui décidez? C'est moi qui décide. On entame cette analyse par la politique, décryptage info qui parle, Dynamise Info, qui parle de la position de Bartoko sur les sujets d'intérêt. Voilà. Oui, j'ai lu le titre ce matin, position de Bartoko sur les sujets d'intérêt national, éviter d'assimiler des réflexions de sachant à de l'acharnement. L'acharnement. Je suis d'accord que Ousmane Bartoko est un sachant quand on connaît son parcours depuis la période révolutionnaire sous le général Mathieu Kékou jusqu'à aujourd'hui. C'est une tête pensante, c'est un sachant dans la République qui doit pouvoir, en tout cas, nous édifier à travers ses sorties. Et le seul problème, parfois, quand on ne comprend pas, pour lequel on ne comprend pas parfois nos sachants, c'est que dans le feu de l'action, ils ont du mal à prendre des positions. Parce que c'est une fois qu'ils ne sont pas peut-être aux affaires qu'ils ont souvent, en tout cas, ces sachants, ont souvent la langue déliée. Écoutez, je vous donne un exemple. Quand vous prenez Joseph Diogbenou, on l'a vu sous le président Mathieu Kérékou, on l'a vu en tant que sachant, nous montrer comment est-ce qu'il faut faire preuve de démocratie, comment est-ce qu'il faut faire, il faut que les choses soient bien gérées, comment est-ce qu'il faut avoir de la tolérance. On a vu le nombre de fois il a fait des sorties avec en position de sachant et tout le monde l'adulait dans une certaine mesure. Mais une fois dans le feu de l'action, nous voyons ce que ça a été avec son passage à la Cour constitutionnelle, avec cette Cour constitutionnelle qui déclarait tout conforme à la loi, quand bien même parfois on dénonçait un certain nombre de choses. Donc Ousmane Bartoko, on l'a vu président de la Cour suprême, c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de ses discours, j'avoue qu'au cours de la rentrée judiciaire, je crois 2021, il n'a pas caché ses mots face au ministre de la Justice, Sylvain Kenom, en dénonçant un certain nombre de choses, notamment la prise en otage du secteur judiciaire par les politiques dans plusieurs pays dans le monde. Il évoquait ça et je crois qu'à l'époque, le ministre de la Justice, Sylvain Kenom, le rassurait de ce que le gouvernement travaillera davantage à ce que la justice fasse son travail dans de bonnes conditions. Et donc, quand on voit ça, et puis après, on voit qu'il est parti de la Cour suprême après avoir, en tout cas, passé son temps. Et il est resté un peu silencieux pendant un moment et que c'est en 2024 qu'il prend la parole. Pour certains, c'est estimé que c'est trop tard, en tout cas, mieux vaut tard que jamais quand même. Mais il aurait pu commencer par réagir depuis, parce que les problèmes qu'il a dénoncés dans sa sortie, c'est des problèmes qui existent depuis 2016. Ce n'est pas des problèmes de 2024. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que les gens veulent dénoncer en 2024, c'est des choses que nous subissons depuis 2016. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. Et donc, pendant ce temps, on n'a pas vu ces sachants-là pour autant prendre la parole, prendre position ouvertement et assez courageux pour le dire, pour dire non, ça ne va pas. Donc, c'est peut-être pour ça que certains vont peut-être ne seront pas d'accord avec. Je ne veux pas donner raison à l'autre, parce que l'autre, lui, il est dans ça. Il connaît ses motivations, l'autre qui veut le traiter de tous les noms. Mais j'estime véritablement que, au-delà de tout, oui, il faut vraiment apprécier ce qu'a dit Ousmane Bartoko, mais on ne va pas tout le temps, on ne va pas aussi pour autant en vouloir à ceux qui veulent remettre en cause le fait qu'il se prononce maintenant. Je pense que ça devrait maintenant davantage interpeller tous les cadres, à quelque niveau qu'ils se retrouvent, pour dire, dès lors que ça ne va pas, il faut avoir le courage de commencer par parler, plutôt que d'attendre un long moment. Parce que tout ce qu'il a dit dans sa sortie, j'ai suivi. J'ai compris que oui, il en a ras-le-bol, il ne supporte plus. Mais malheureusement, c'est des choses qui existent depuis 2016. 2019, on a vu ce qui s'est passé. 2020, on a vu des tensions. 2021, on a vu des choses. 2022, on a vu des choses. Donc, ce n'est pas tout ce qu'il a dit, ce n'est pas en 2024 que ça s'est passé, malheureusement. C'est pour ça que je dis oui, c'est un sachant, il faut respecter ce qu'il a dit. Mais ça doit interpeller d'autres cadres pour dire, à un moment donné, quand ça ne va pas, il vaut mieux en même temps en parler. J'ai compris que vous étiez en train d'inviter tout à l'heure d'analyser les propos de Rachid Igbadamossi, qui est sorti également pour répondre à Bartoko.
Toutefois, quel est votre avis sur la question? Bon, vous savez, toutes les fois je me prononce sur cet acteur politique, les gens pensent que je suis contre lui. On n'a rien de commun. Rien de commun avec lui. Et à aucun moment, vous pouvez lui demander. Je ne l'ai jamais rencontré quelque part. On n'a aucune affaire en commun. Donc, quand j'opine sur sa personnalité, que les gens ne pensent pas que j'ai quelque chose personnellement contre lui. Seulement que parfois... Est-ce que ces réflexions sont dignes d'un intellectuel non, qui peut-on être? Je ne veux pas aller sur ce terrain. Ce que je veux dire, nous sommes sur un terrain politique. Et les gens cherchent toutes les occasions possibles pour plaire à celui qui est là. Nous avons vu Gbadamassi sous le général Mathieu Kérékou. Mais est-ce que celui qui est là demande autant? Ah non, mais écoutez, même s'il n'est pas demandeur, les acteurs politiques du Bénin sont coutumiers du fait. Leur problème, c'est comment faire pour plaire à celui qui est là. On l'a vu sous le général Mathieu Kérékou. On a vu quand Boni Yayi est arrivé, comment il s'est comporté avec Boni Yayi. Entre les deux tours de 2016, il était à Djavon. Mais avant même qu'on ait proclamé les résultats, il était le premier à aller chez Talon. Donc, ce acteur politique, on le connaît. Et vous savez, si vous passez votre temps à parler de lui, c'est que vous lui donnez encore plus de notoriété. Moi, je ne veux plus continuer à parler de lui. J'estime que c'est un acteur politique qui veut, à tout moment, faire quelque chose pour qu'on parle de lui. Et il y a des médias qui sont prêts à le recevoir chaque fois. C'est libre cours à ces médias-là. Et libre cours à lui de dire ce qu'il veut. Encore qu'il est de Parakou, Batoko et de là-bas. C'est une question de famille. Ils finiront par régler ça en famille. Hugues, Hector, votre analyse sur la question. La sortie de Batoko, puis la sortie de Rachidi Gbadamassi. Alors, je vais commencer par la sortie de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Et ça fait pratiquement 3 ans après qu'il ait quitté la Cour suprême qu'il prend officiellement la parole et qu'il se prononce sur des questions d'intérêt national. Tout de suite, on se pose la question de savoir pourquoi ce silence, pourquoi ce long silence de 3 années. C'est tout à fait normal parce que quand vous êtes une personnalité, vous avez occupé des hauts postes de responsabilité dans la République, vous ne prenez pas la parole comme le citoyen lambda. Parce que dès que vous parlez, c'est que ça résonne. Ça résonne. Et ça a résonné. Effectivement. Puisque tous les médias ont relayé l'information diffusée par Eden TV. Je pense que la réflexion va se poursuivre pendant un bon moment. Parce que le président Ousmane Batoko, au regard quand même de son parcours, que ce soit politique ou intellectuel, a quand même eu la chance de vivre beaucoup de choses. Il a de l'expérience. Sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui est très bien pondéré, qui ne se mêle pas des affaires de compromission à la va-vite. Et donc, quand vous occupez des hauts postes de responsabilité et que 3 ans après, vous vous retrouvez à prendre la parole pour dire au président de la République que ça ne va pas, ça veut dire qu'en un premier temps, on peut, en tant que citoyen, se dire ben, il aurait pu échanger avec le chef de l'État. Il aurait pu ne pas faire une sortie publique et discuter avec le chef de l'État. Mais je me rappelle dans ses propos qu'il disait que depuis 3 ans, il n'a plus eu la chance de revoir le président Patrice Talon. Et pourtant, il a encore signifié avec le président Patrice Talon, ça fait 40 ans d'amitié. Ça voudrait dire que cette figure de notre environnement politique connaît très bien qui est le président Patrice Talon. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort du jour au lendemain pour porter des déclarations dans l'intérêt peut-être de salir l'image ou la personnalité du chef de l'État. Parce que 40 années d'amitié, il faut quand même avoir un certain nombre de principes de base pour parvenir à en arriver là. Et donc, quand je m'intéresse à ces 2 aspects-là, je me dis tout de suite, il y a malaise. Malaise, sans doute, entre l'institution qu'incarne le président de la République et les anciens présidents d'institutions. Parce qu'il faut que nous puissions mettre en place un environnement qui permette, par exemple, aux anciens présidents des institutions de continuer par apporter leur contribution au développement du pays. Et donc, qu'est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui a pu mettre en place pour que ces échanges-là ou ces déclarations qui se fassent dans le public
puisse se faire en privé ou en off. Moi, c'est la question fondamentale que je me pose. Et c'est en cela que je trouve que ça aurait été intéressant que le président de la République, par exemple, initie une rencontre avec les anciens présidents d'institutions. Qu'ils aient forcément quelque chose à lui dire ou non, qu'ils puissent les rencontrer et qu'ils discutent de l'avenir de notre pays. Parce que quoi qu'on dise, ces personnalités ayant occupé des postes aussi élevés ont quand même des retours que lui, en tant que chef d'État, il n'a peut-être pas encore obtenu à la date d'aujourd'hui. Vous savez, parfois, on a peur de dire la vérité au président de la République, parce qu'on se dit, si j'en parle au président de la République, je ne sais forcément pas ce qu'il pourrait avoir comme implication. Mais quand c'est un ancien président d'institution qui ne recherche pratiquement plus rien, parce que quand je prends le président Ousmane Batoko, qu'est-ce qu'il rechercherait aujourd'hui en termes de poste? Si c'est le privilège, il a. Si ce sont les honneurs, il les a eus. Si c'est de l'argent, la notoriété, il les a eus. Donc, de par sa posture, il peut se permettre de partager des informations que vous et moi ne pouvons peut-être pas partager tout de suite si nous rencontrons le président de la République. C'est des gens qui savent prendre des gants quand il s'agit de faire des déclarations, ce qu'il ne faut pas dire dans le commun des mortels. Ils savent prendre des gants pour ne pas quand même livrer ce que je peux appeler les secrets d'État. Ce qu'il a fait au cours de cet entretien, parce qu'il pouvait être également plus acerbe. C'est possible, c'est possible. Je ne sais pas les informations dont il est détenteur, je ne sais pas tout ce qu'il a pu vivre pendant ces 3 années. Mais quand vous arrivez à voir un ancien président de la Cour suprême qui fait la déclaration tendancieuse de ce qui se retrouvait à Paris et qu'il a pleuré pour le Bénin, vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas des propos avec lesquels on peut quand même s'amuser. Donc, quelqu'un de son rang social qui dit qu'il a eu à pleurer pour la République du Bénin, je me dis, il y a un malaise. Et surtout qu'on se retrouve aujourd'hui à la veille des élections, non seulement présidentielles, mais des élections d'enjeu capital, parce que ce sont des élections générales. Tout à fait. Et on n'a jamais eu la chance au Bénin d'organiser des élections générales. On se retrouvera au cours de la même année à organiser les élections présidentielles, celles législatives et celles communales. Donc ça fait appel à de la prudence, ça fait appel à de la sagesse. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ce qui reste la démarche la plus adéquate, c'est non seulement que les anciens présidents d'institutions continuent par faire des déclarations, mais qu'ils trouvent aussi le canal idéal, le canal approprié pour pouvoir le faire. Très rapidement, votre analyse sur la sortie de Gbadamossi. Non, c'est un citoyen qui s'est prononcé. Je n'ai pas à me prononcer sur ces déclarations parce que je ne trouve pas... Je ne trouve pas qu'il mérite déjà d'une certaine notoriété au point où on puisse s'intéresser à ses propos. Alors, deuxième sujet à aborder tout simplement sur ce plateau, dans le même registre, la présidentielle de 2026, candidat de la mouvance. Pourquoi attendre octobre 2025? C'est une interrogation qui paraît ce matin à la une du quotidien Matin Libre. Roland. Oui, je crois que le journal fait bien de poser la question, parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont beaucoup de leviers en main, et puis, en tout cas, ils ont une certaine avance par rapport aux autres formations politiques, et donc je me pose la question de savoir pourquoi ils ont du mal à commencer par nous proposer leur joker. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'au niveau de la mouvance, il y a plusieurs ambitions, vous le savez mieux que moi. Et donc, face à la multitude des ambitions, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber, en tout cas, dans son propre piège au point de permettre aux autres de venir prendre le pouvoir? Et la loi fondamentale dit quand même qu'à partir d'octobre 2025, il faut proposer les candidatures, le code électoral, pardon, qu'il faut poser les candidatures. Et donc, dès lors que c'est comme ça, il faut que toutes les façons attendent 2025. Seulement qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ouvertement qui sera le défunt Patrice Talon, ce qui quand même paraît un peu bizarre pour des gens qui estiment que oui, il y aura une continuité, qu'ils doivent continuer à gérer le pouvoir d'État. En tout cas, leur équipe, leur groupe doit continuer à gérer le pouvoir d'État. Et ça montre clairement la fragilité qui
qui se fait voir de toute façon dans la mouvance présidentielle, se dégage. Parce que quand vous regardez l'Union progressiste et le renouveau, je le dis trop et fort toujours, qu'il y a malaise au sein de cette formation politique. Les acteurs vous diront ici que tout va bien, mais au sein d'eux, ils savent très bien que ça ne va pas. Parce que il y a plusieurs camps qui s'affrontent. Il y a le camp Olivier Bokor, il y a le camp, comment vous appelez, Joseph Djogbenou. Il y avait le camp Johannes Dayon, je ne sais pas si c'est toujours en cours, parce qu'avec la galaxie JD, il y avait ça aussi. Et puis après, il y a d'autres camps que je ne citerai pas, mais je sais qu'il y a quelques autres noms qui circulent aussi au sein de cette formation politique. Et du coup, il y a plusieurs camps qui s'affrontent. Et le chef qui, en réalité, le met à penser de cette formation politique n'a pas aussi dit son dernier mot. Parce qu'au cours de leur réunion, il a clairement dit que celui qui serait président n'était pas candidat, n'était pas pour autant dans la salle. Là, il leur disait ça. Donc, on laisse le l'UP, le renouveau. On va au niveau du bloc républicain. Là-bas aussi, ça ne va pas. On a vu comment des soutiens, ceux qui veulent défendre le président Patrice Talon, hier, se sont attaqués au président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biachane. Donc, il y a aussi malaise à ce niveau. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont du mal à proposer, à dire clairement, bon, voilà, nous sommes unanimes sur le fait que c'était qui sera candidat. Et j'estime que ça doit interpeller plus d'un. Parce qu'on nous a dit que la réforme du système partisan, c'est de mettre les gens ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entendent, et que tout ça là. Mais j'ai toujours dit que ces partis dont on parle, qui se révèlent ou qui se disent être les plus forts à l'aide de la réforme du système partisan, c'est des regroupements de soumis et de disciplinés qui, en réalité, craignent les représailles. Attendez 2026 pour voir de quoi ils sont capables. Donc, c'est pour ça qu'ils ont du mal à se dégager pour autant un duo de candidature. Et puis après, est-ce qu'il y aura un duo pour l'UP à part, un duo pour le BR à part? Là aussi, il y a matière à se poser la question. Mais au-delà de ça, il y a Renaissance nationale, il y a le Moël Bénin qui se réclame de la mouvance. Donc, ces 4 forces de la mouvance présidentielle réussiront-ils à s'entendre pour avoir un duo de candidature comme ils ont fait en 2021 en soutenant tous Patrice Talon, candidat qui voulait renouveler son mandat? Ou bien, d'ici 2025, on va voir. Encore que le code électoral est bien clair, hein, il faut des partis qui soient capables de donner les parrainages, et donc il n'y en a que 2, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Donc, oui, du code électoral. Donc, il y a matière à se poser vraiment cette question. Attendons de voir de quoi est-ce qu'ils seront capables. À partir de janvier 2025, c'est tellement que les choses vont commencer à pas se dessiner. On attendra de voir. Je sais qu'une erreur leur sera assez fatale parce qu'il doit se référer, se rappeler du cas Force Corée pour Bénin émergent en 2016 où Lionel Zissou, candidat, ne faisait pas l'unanimité. Des gens de la mouvance étaient les premiers à sortir pour aller faire campagne pour d'autres candidatures et ils ont payé le prix fort. Donc, ça aussi doit pouvoir les inspirer, les guider. Justement, dans cette course à la quête du pouvoir, comment éviter les handicaps? Handicap, dans quel sens vous voulez? Surtout quand on sait que le code électoral contient d'énormes insuffisances. Non, le problème, c'est que moi, depuis que ce code a été voté, ma position n'a jamais changé. J'estime que ce code, il y a des choses à modifier dans ce code. D'autres vous diront que c'est le meilleur code qu'on ait jamais eu. D'autres vous diront que c'est le meilleur code en Afrique ou dans le monde. On les entend dire ça. D'autres vous diront que oui, mais il faut expérimenter. Mais j'estime véritablement qu'avec ce code, nous courons un risque. Et ce risque-là, il vaut mieux travailler à éviter ça ici et maintenant. Parce que ce soit pour la législative ou pour la présidentielle, il y aura toujours quelque chose à redire. Donc, quand on veut expérimenter quelque chose, et que dès le début maintenant, on sent que ça peut amener des crises, des tensions, autant mieux s'asseoir maintenant et régler ça. Hugues Hector, votre analyse? Oui, on se retrouve en octobre 2025 pour se faire une idée des candidats. Je pense que nous devons commencer par voir les choses autrement au Bénin. Parce que de tout temps, dès que le président de la République se retrouve pratiquement à 2 ans de la fin de son mandat constitutionnel, il y a des tractations dans tous les sens. On commence par susciter des candidatures au point où, logiquement, vous vous dites, à 2 ans de la fin du mandat constitutionnel d'un chef d'État, il n'y a plus le temps de travailler pour la République. Tout le monde se retrouve dans une démarche politique. Vous allez dans
dans la direction, vous ne voyez peut-être plus le directeur général parce qu'il se retrouve le week-end à travailler en meeting. Il ne revient peut-être au bureau que le mardi ou le mercredi. Et ça ne nous dit absolument rien. Pour nous, c'est chose normale, c'est ce qui doit se passer. Mais le code électoral est assez clair. Pourquoi nous sommes pressés? Qu'est-ce qui nous presse? Parce que quoi qu'on dise, nous aurons combien de temps? La réflexion dont on parle là, de vous à moi, depuis 1990, où nous avons entamé le cheminement du renouveau démocratique, quel président de la République nous avons pu élire à partir de son projet de société? Si vous en connaissez, dites-moi. Les populations ne font qu'élire, pour la plupart du temps, que celui qui a suffisamment de moyens financiers, que celui qui sait faire correctement les jeux de couloir, que celui qui sait le plus mentir. C'est ce à quoi nous avons assisté jusque-là. Et donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une question d'intérêt. Le fait de vouloir connaître systématiquement le candidat. Connaître le candidat, la raison, elle est toute simple. Hein. C'est pour pouvoir le détruire. Détruire son image. On a eu un cas typique avec Lionel Zinsou. Un cadre qui aurait pu se retrouver à la tête de notre pays. Mais vous avez vu comment est-ce qu'il a été détruit? Simplement parce qu'on n'était pas d'accord avec l'ancien président Boni Yayi. On n'était pas d'accord avec son mode de gouvernance. Parce qu'on n'a pas été d'accord avec son mode de gouvernance. Et également pour son choix. Bon, je ne parlerai pas que de son choix. Mais pour moi, fondamentalement, les Béninois voulaient en finir avec le régime Boni Yayi. Et donc, il faut à coup sûr sanctionner le candidat qu'il allait emmener. Et quand on prend Lionel Zinsou, c'est quand même quelqu'un un présidentiable qui quand même méritait plus d'attention. Voyez-vous? Et donc, quand il a en face de lui quelqu'un comme Patrice Talon, qui est arrivé à le battre dans les urnes et qui a pu arracher le pouvoir, ne vous attendez pas à ce qu'il commette lui-même la même erreur. Et donc, il est assez prudent. Surtout quand Roland l'a dit tout à l'heure, les partis de la mouvance, ce n'est pas que le bloc républicain, ce n'est pas que l'Union progressiste, le renouveau. Mais ils sont majoritaires. Ils sont certes majoritaires à la date d'aujourd'hui. Mais nous sommes en train de partir pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est tout un autre enjeu. Voyez-vous, qui vous dit que demain, le prochain président de la République ne viendrait peut-être pas du parti Renaissance nationale? Qui vous dit que le prochain président de la République ne viendrait pas de Mouel Bénin? Et donc, ce n'est pas les forces politiques actuelles qui systématiquement doivent pouvoir se dire c'est nous qui allons élire le prochain président de la République. Donc, les discussions qui se mènent aujourd'hui et qui ne leur permettent pas encore de permettre aux populations béninoises de connaître sans doute qui potentiellement se retrouverait dans la posture de dauphin du président Patrice Talon, c'est parce que nous avons 4 formations politiques de la mouvance, 4 ou 5. Et mieux, quand on laisse cette lecture-là, et quand on doit aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement connaître pratiquement à 2 ans déjà le dauphin? Ça nous apporte quoi? Selon vous, ce n'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire puisque nous ne nous basons pas pour la plupart du temps sur le parcours politique, le parcours intellectuel de la figure qu'on nous emmène. Tout le temps, nous avons une population qui est plus analphabète. Et quand on veut élire dans les villages, vous savez comment ça se passe. C'est peut-être un leader politique qui se retrouve... qui va convaincre ses parents au village. Au village, avec tout ce que nous connaissons comme moyen de corruption électorale. Donc, je me dis, il faut que nous puissions faire aussi cette expérience-là. Ne pas connaître le dauphin, peut-être avant la période où le code électoral nous y autorise, et qu'on puisse voir comment ça va se passer. La preuve, est-ce que vous aviez le candidat du parti de l'opposition à la date d'aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez au niveau de l'opposition celui qui va être positionné? Le potentiel candidat. Le potentiel candidat, on ne le connaît pas.
ça voudrait dire que les enjeux politiques ont changé. Nous ne sommes plus peut-être à cette étape-là où, dès qu'on annonce tout de suite pour dire voici potentiellement ceux qui pourraient se positionner sur la liste, on commence par aller dans tous les sens. Roland, Tony, qu'est-ce? Alors, je crois que quand je suis Hugues Hector Zougo, il parle de qu'est-ce que nous gagnerons à connaître le candidat avant 2026, mais il a utilisé un thème que j'aime bien. Il a parlé de prudence. Parce qu'en évoquant la position du chef de l'État, il a dit ce qu'il s'est passé avec Lionel Zinsou, que c'est normal, il faut comprendre qu'il faut jouer la carte de la prudence. Je voulais juste résumer cette affaire en disant que les gens de la mouvance jouent la carte de la prudence. Ça n'a pas autre nom. Ce qui se passe là, ce n'est pas question de... Les gens vont déserter le bureau pour aller faire de la campagne. Ils jouent la carte de la prudence. Et d'ailleurs, même, je dis, au sein de la défense politique, vous l'avez bien rappelé, en parlant de Moël Bénin de Renaissance nationale, quand vous dites qu'on peut avoir un président qui vient de Renaissance nationale de Moël Bénin, ne rêvons pas, hein? On ne va pas rêver. En tout cas, moi, je ne rêverai pas. Pourquoi? Parce que le code électoral en l'État dit clairement que il faut 27, et quelques pour le parrainage pour être candidat. Et en l'État, c'est Moël Bénin, pardon, il peut le renouveau qui peut parrainer, et c'est BR. Vous pensez que les élus de BR viendront parrainer un candidat ou une candidate de Renaissance nationale de Moël Bénin? Ne rêvons pas. On sait très bien comment même cette formation politique se sont comportées avec les deux autres formations de 2018 à aujourd'hui. Si on se réfère à la manière dont ça fonctionne, même au sein de la propre mouvance, il ne faut pas rêver de penser que... Il faut pas rêver de penser que la candidature peut venir de ces deux formations politiques parce qu'ils ne voudront jamais venir parrainer. Ils vont vouloir contraindre les autres à les accompagner. Et étant donné que derrière tout ça, il y a un maître à penser, c'est peut-être la décision du maître à penser qui va s'imposer à tout le monde à un moment donné. Donc, j'estime que oui, dans cette affaire de candidature avant 2026, oui, quelque part, quand on connaît les candidatures avant, il y a des gens qui se permettent d'envoyer des pics en même temps, de détruire l'image. On a vu avec Boni Yaye en 2006, hein, où on a sorti ces images au cours des conférences quand il était à la BOAD. Et c'est pareil pour Lionel Zinsou quand il est arrivé, étant donné que Patrice Talon revenant, lui était la victime, on n'avait plus le temps il n'y avait plus de possibilité parce que tout le temps, on a estimé que Patrick Boni Yaye l'avait détruit et qu'il fallait le restaurer, en tout cas l'aider. Et donc, dans cette situation, je suis d'accord que oui, on peut chercher à détruire l'image du candidat qui sera présenté par les fonctions politiques, mais ça n'empêche pas de savoir déjà comment est-ce que ça va se dessiner en 2026. Le chef de l'État qui est là, en réalité, en 2020, on a pu voir qu'il est sorti, qu'il allait faire le tour du Bénin, lui qui ne sortait pas régulièrement, pour quand même travailler à sa propre réélection. Donc ce n'est pas aujourd'hui que... Je pense que les gens jouent aujourd'hui la carte de la prudence. Oui, je voudrais rebondir pour dire ceci. On peut bel et bien avoir le prochain président venant de ces deux partis politiques, Renaissance nationale et Moël Bénin. Vous soutenez toujours? Je soutiens. La raison, elle est toute simple. Si déjà au sein de l'UP, le renouveau, et au sein du bloc républicain, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient se retrouver dans la posture du présidentiable, alors que dans les autres partis, par exemple, on aurait eu qu'une seule personne qui remplirait les conditions. Je pense que la mouvance ferait facilement l'affaire de se retrouver au niveau de ces deux partis-là. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont tellement énormes. Quand vous regardez le bloc républicain, c'est plusieurs leaders qui ont la possibilité de pouvoir se dire « oui, moi, je veux être présidentiable ». Mais quand ça se passe comme ça, le chef de l'État va adopter quelle posture? Il pourrait se dire « bon, voilà, puisque vous ne vous entendez pas, et puis, nous avons la largesse de choisir aussi au niveau d'autres partis de la mouvance présidentielle. Allons-y. » Puisque le plus important aujourd'hui, ce n'est pas quel est le parti qui présente le candidat. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous ferons pour conserver les acquis actuels du président Patrice Talon. C'est ce qui reste en fait la préoccupation majeure de la mouvance aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, pour les grandes formations, je prends l'UPR et le Bloc républicain, qui en réalité auraient pu être les meilleures formations qui travaillent à nous permettre d'avoir le candidat idéal, je trouve qu'il y a un débat qui manque.
C'est le débat de quel est le type de président que nous voulons élire, par exemple. Ce débat-là, ces deux partis, par exemple, peuvent initier des colloques et permettre aux populations de commencer par se faire une idée, de se dire, est-ce que nous allons toujours rester dans la démarche d'un chef d'État réformateur ou est-ce que nous allons nous retrouver dans la posture d'un chef d'État économiste? Je le dis souvent. Vous savez, en 1990, quand on se retrouvait pour la conférence des forces vives de la nation, les actes du colloque nous ont permis d'avoir deux valeurs fondamentales sur lesquelles il faut travailler à développer le pays. La première valeur, c'est bel et bien la valeur politique. Et la deuxième valeur, c'est la valeur économique. Mais de 1990 jusqu'à 2016, où on était en train d'élire le président Patrice Talon, tous les chefs d'État ont fait l'option politique. Ce qui fait que dès que vous rencontrez n'importe quel jeune qui est en train de grandir dans la formation, vous lui posez la question de savoir à quoi il aspire, il vous dit tout de suite, moi je veux être un politique. Moi je veux occuper un poste politique. Mais quand le président Patrice Talon il est arrivé, il a préféré la seconde manche, qui est en fait l'aspect économique. Donc, ce qui a fait que, tout de suite, il a été incompris par beaucoup, parce qu'on n'avait pas cette façon de voir les choses depuis 90. Il lui dit, on va faire des réformes. Et les réformes, pour la plupart du temps, se sont retrouvées sur le secteur économique. Pour quelqu'un qui ne mangeait que par la politique, comment est-ce qu'il va se retrouver du jour au lendemain à commencer par parler économique? Très rapidement, oui, Roland, vous voulez réagir? Oui, je crois qu'il a encore utilisé un terme et je voulais juste rappeler, il n'a pas dit idéal. Très rapidement, parce que je tiens à un sujet. Je pense que ce qu'il décrit, c'est l'idéal politique. Ce qu'il dit en disant que le candidat peut venir du Renaissance nationale, c'est l'idéal politique. Malheureusement, la réalité politique au Bénin, la réelle politique dont on parle au Bénin, je vous dis, allez voir comment, et demandez même aux responsables du Moël Bénin Renaissance nationale, comment ces deux formations se comportent avec eux depuis qu'ils sont constitués en tant que parti. Vous comprendrez qu'en réalité, dans la réelle politique aujourd'hui, il va falloir que ces partis aussi commencent par s'organiser autrement. Et c'est pour ça que je disais que c'est le code en réalité qui constitue aussi un blocage pour ces formations politiques. Parce qu'au-delà de tout, ils ont tous soutenu Patrice Talon. Il est entre partis. Chacun peut prendre son indépendance aujourd'hui. Mais le code ne leur permet pas de prendre une indépendance parce que ça va s'imposer à eux. Alors, ceci étant, moi j'estime véritablement que nous devons peut-être essayer en tout cas de voir comment est-ce que ça va se passer d'ici 2025. Parce qu'à partir de 2025, les cartes seront redistribuées comme le gouvernement. Au sein de la mouvance, on verra que ça va commencer par bouger et vous comprendrez que les positions ne seront pas les mêmes. Alors, nous espérons, nous attendons alors vivement octobre 2025, le temps de découvrir le candidat de tel ou tel parti. Et sur la question, il parle de... le chef s'est appesanti sur le volet économique, mais n'oubliez pas que depuis 2016, Patrice Talon fait de la route politique. Alors, nous allons poursuivre, Roland. L'Indépendant titre ce matin, c'est le même registre, nous sommes toujours en train de parler des élections générales de 2026. Biot Chane et Joseph Djogbenou, architectes d'un nouveau paysage politique. Hector. Ça s'impose aujourd'hui déjà au niveau de ces deux formations politiques. Quand vous prenez Abdoulaye Biot Chane, le ministre d'État, et puis le professeur Joseph Djogbenou, quoi qu'on dise, on doit quand même reconnaître qu'ils ont été des acteurs qui ont développé la notion de loyauté au chef de l'État, Patrice Talon. Ce n'est pas des choses qui sont monnaie courante en politique. C'est-à-dire que dès que tu chutes, nous sommes là à chuter avec toi. Et dès que tu rebondis, nous sommes là à rebondir avec toi. Quand vous prenez ces deux figures politiques de notre pays, vous vous retrouvez dans cette posture-là depuis 2016. Et c'est quand même des acteurs qui ont reçu les grands coups. On en a reçu ce matin déjà sur le plateau. Vous aviez vu l'analyse de Roland par rapport à la personnalité du professeur Joseph Djogbenou, qui est quand même parvenu à rappeler le rôle qu'il avait occupé en tant que défenseur des droits de l'homme et le rôle qu'il occupe aujourd'hui
en tant que politique. Et parfois, on a l'impression que c'est deux figures différentes. On se dit, mais est-ce que c'est le professeur Joseph Diogbenou, grand artisan, défenseur de la cause juste? Quand je parle de la cause juste, je me réfère aux droits humains, qui se retrouve encore à porter telle ou telle réforme. Et c'est en cela que je vais peut-être vous surprendre. Parfois, on a l'envie de faire passer des réformes pour le bien du pays et on se retrouve incompris. On se retrouve très incompris. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples assez précis. Quand le professeur Joseph Diogbenou s'était retrouvé à la Cour constitutionnelle, il a souhaité qu'il y ait la réforme et que, bon, voilà, les délibérations se fassent en audience publique. Rapprochez-vous un peu du personnel de la Cour suprême et vous comprendrez tout de suite de la Cour constitutionnelle, merci, et vous comprendrez que les gens n'étaient pas d'accord. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était une très bonne formule. Parce que ça a permis, par exemple, à des prisonniers de saisir directement la Cour constitutionnelle sur, par exemple, l'aspect du temps assez court, du temps assez long, de détention qu'ils ont pu avoir sans être jugés, par exemple. Et pour un magistrat qui se refuse de libérer un dossier d'un prisonnier, est-ce que vous trouvez que c'est aisé pour la Cour? Je vais finir rapidement. Est-ce que vous trouvez que c'est aisé pour la Cour, par exemple, de dire que ce magistrat-là a violé la loi fondamentale? Ce n'est pas aisé. Mais puisque l'audience est publique, ça devient une chose qui s'impose non seulement à la Cour constitutionnelle, mais également aux magistrats qui se retrouvent en train de violer la loi fondamentale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à cet aspect-là. Le deuxième exemple sur lequel je vais rebondir et m'en arrêter là, c'est sur la question des grèves. De par le passé, quand on parlait des grèves dans notre pays, vous savez ce que ça coûtait pour le citoyen lambda. Vous voyez comment est-ce que dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'éducation nationale, les parents avaient du mal parce que vous envoyez votre enfant à l'école, il revient, il part à l'école le lundi, le mardi il est à la maison, il vous dit les enseignants sont en grève. Et il ne reprend que le jeudi ou le vendredi. Vous envoyez quelqu'un au CNHU par exemple, vous vous rendez compte que cette personne-là malheureusement n'a pas les médecins. Juste parce que les gens sont en grève. Mais qui a pu porter cette charge-là si ce n'est pas le professeur Joseph Diogbenou? On aura tout dit de lui. On l'aura critiqué, on aura trouvé qu'il a porté atteinte à la liberté d'expression et tout ce que nous avons l'habitude de dire. Mais parfois, il faut admettre aussi qu'il y a eu des décisions assez courageuses, assez audacieuses qui ont été prises et qu'il a pu porter tout seul. Donc, se retrouvant aujourd'hui au niveau de l'UP, le Renouveau, en tant que président de ce parti politique-là, ne soyez pas surpris que le chef de l'État lui fasse confiance et qu'il lui donne la possibilité de décider du sort de ce parti politique. Quand je prends Abdoulaye Biokane, ministre d'État chargé du plan, qui est quand même un présidentiable, il avait la possibilité de ne pas travailler avec le chef de l'État, Patrice Talon. Surtout venant du Nord et sachant très bien quelles sont les relations antérieures entre le président Abdoulaye Biokane et le président Boni Yayi, qui se retrouvent pratiquement de la même ère géographique. Et pourtant, durant les 8 ans, pratiquement 9 ans déjà, il est resté assez fidèle au chef de l'État. Et vous avez vu le parti qu'il est en train de porter aujourd'hui, le bloc républicain, a été là pour supporter le chef de l'État par rapport aux grandes réformes de notre pays. Quoi qu'on dise, c'est des humains.
Et je trouve qu'il peut arriver qu'ils commettent peut-être des erreurs politiques, mais l'avenir de 2026 dépend au sein de ces deux partis politiques-là, de ces deux grandes figures. Alors, Roland Toneikes, votre lecture? D'abord, je voudrais rappeler que le prisonnier qui a saisi la Cour constitutionnelle, ce n'était pas au temps de Joseph Diop-Guennou, mais c'est le 5 avril 2024 que le prisonnier Daouda Djani a saisi la Cour constitutionnelle, le 5 avril 2024. Alors, pour continuer, je voudrais dire... Non, je voudrais quand même revenir sur cette question pour clarifier. Il y a eu plusieurs prisonniers qui ont été libérés, par exemple, sous peut-être que c'est pas le même, peut-être que c'est pas le même dossier. Pour le cas de la détention. Non, il y a eu plusieurs dossiers. De toute façon, de détention. Il faut même dire que c'est avec le président Joseph Diop-Guennou que ça a commencé à la Cour constitutionnelle. Oui, si. Je crois que pour la question qui concerne les deux personnalités, j'estime véritablement que c'est des artisans, oui, qui sont aux côtés de Patrice Talon depuis 2016, qui font leur travail. Et c'est des cadres qu'on connaissait avant 2016. On connaît les compétences. On a pu voir le parcours de, comment vous appelez, Abdoulaye Biachani sous le général Mathieu Kérékou, cadre assez accompli. On a pu voir ce dont il a été capable en tant que ministre des Finances et de l'Économie. Et quand on prend Joseph Diop-Guennou, celui-là qui nous, en tout cas, qu'on adulait si tant avant Patrice Talon, sur les questions des droits humains, je crois que Hugues l'a rappelé. J'estime véritablement que oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, les réformes, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, il y a aussi Pascal Irénée Koupaki, assez discret, il y a, comment on appelle, Johannes Dayon, qui est aussi au bureau d'analyse BAI à la présidence, qui était, évidemment, ces personnes-là, avec leurs compétences, ont aidé le chef de l'État à faire ce qu'il a pu faire en 8 années, 9 ans pratiquement maintenant. Et j'estime véritablement qu'il faut quand même, au-delà de ce qu'on veut leur reprocher, hein, notamment l'autre a été au charbon pratiquement, Joseph Diop-Guennou a occupé une fonction, notamment à la Cour constitutionnelle, qui le met au devant de la scène où sur des décisions, on est en droit de se poser des questions. Et quand on regarde, moi je ne veux pas aborder la question de l'audience publique. L'audience publique, c'est une manière de faire. Seulement, c'est le contenu des décisions. Moi, je m'intéresse au contenu des décisions. Je m'interroge sur, je m'intéresse à la qualité des décisions rendues par rapport à des lois qui ont été votées et que les populations dénonçaient, mais que cette Cour avait dénoncé, cette Cour de Joseph Diop-Guennou avait déclaré tout le temps conforme à la Constitution, quand bien même nous étions conscients que ces lois, en réalité, il y avait des choses à encore modifier. Donc c'est sur ces questions que je pense qu'il y a des choses à reprocher à Joseph Diop-Guennou. Et bon, lui maintenant président du parti Union Progressiste Le Renouveau, l'autre président du parti Bloc Républicain. Attendons de voir, est-ce que ces personnalités, au-delà de ce que c'est des artisans autour de Patrice Talon, est-ce que véritablement leur avis compte? Est-ce qu'ils font l'unanimité? Non, ce n'est pas avis. Déjà, le véritable problème pour la continuité du pouvoir, en tout cas de la mouvance, c'est est-ce que ces deux personnalités font l'unanimité? Même s'ils font l'unanimité, est-ce que c'est leur décision qui passera? Voilà, bon, au-delà de tout, on ne va pas aller sur ce terrain, je sais là où vous voulez m'amener, mais je ne vais pas aller là-bas ce matin. Mais j'estime que, est-ce que ces personnalités font l'unanimité? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de Abdoulaye Biachani qui n'est plus présidentiable, est-ce que l'Union progressiste, ils seront d'accord tous à porter Joseph Diop-Guennou comme candidat? Est-ce que le Bloc républicain serait d'accord à accompagner, choisir une colistière ou un colistier pour accompagner Joseph Diop-Guennou? C'est le véritable problème en jeu aujourd'hui. C'est vrai, ils ont contribué à ce que Patrice Talon a pu travailler, les réformes, ils ont validé un certain nombre de choses, mais font-ils l'unanimité aujourd'hui au sein de leur fonction politique? La question reste posée. Merci Roland, merci Hugues Hector pour toutes ces précisions.